je démarre l'enregistrement et je vais du coup accueillir Thomas Milon et Camille Dupuis pour introduire cet événement. Bienvenue à tous les deux. Vous pouvez activer vos micros. Merci Vincent. Donc je vais vous prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue à tous. Je suis ravi donc de vous accueillir aujourd'hui à ce séminaire. Donc je suis Thomas Milon. Je suis chef de projet sur le système d'information sur la biodiversité. Et donc avec Camille, on a organisé ce séminaire ensemble pour créer effectivement des synergies dans ce cadre. Donc je vous souhaite la bienvenue au cœur de cet événement de 2 jours qui sera l'occasion de créer des synergies autour du thème données sur la biodiversité. Nous avons concocté un ensemble de temps forts dans cette étape clé qui est le lancement opérationnel donc, du système d'information sur la biodiversité qu'on va appeler largement pendant ces 2 jours SIB. En effet, aujourd'hui, on a 2 documents cadres publiés qui nous donnent les clés pour construire ensemble le SIB, cette dynamique qui a vocation à améliorer, comme vous l'avez vu dans la vidéo, l'accès et la réutilisation des données sur la biodiversité. Nous y reviendrons pendant tout le séminaire. 2 objectifs à ce séminaire. Le premier, vous apporter à tous une meilleure compréhension de ce qu'est le SIB à travers des exemples concrets. Première chose très importante. Le deuxième objectif, permettre le développement de synergies d'action sur les questions de production, de gestion et de diffusion de données sur la biodiversité. Ces 2 objectifs qui sont reflétés par le slogan de ce séminaire que vous avez vu à la fin de la vidéo, coordonnons nos actions pour mieux comprendre et préserver la biodiversité grâce aux données. Alors, comment s'organise ce séminaire de 2 jours? C'est assez simple. Le premier jour va être dédié au premier objectif, sur la compréhension du SIB. Donc ainsi, dans la matinée, on va avoir l'introduction du contexte, dans quel contexte se situe le SIB et ce qu'il est concrètement, à travers différentes interventions de personnalités et de porteurs d'actions spécifiques sur le SIB. L'après-midi, lui, restera dans la même veine avec l'organisation de carrefours thématiques. Ce sont 21 intervenants qui se sont engagés à vous présenter leurs propres actions, les enjeux de biodiversité et les questions de données sur ces actions et surtout le lien concret existant ou à créer avec le SIB. On est dans le cadre du lancement du SIB. Bien évidemment, tout n'est pas fait, au contraire, tout est à construire ensemble. Donc ça permettra d'illustrer ensemble de manière concrète ce que le SIB peut apporter à chacun d'entre vous. Le deuxième jour, lui, il sera dédié au deuxième objectif du séminaire, celui de créer des synergies d'action sur le sujet relatif aux données de la biodiversité. Pour ce faire, nous vous proposerons de contribuer à un processus d'intelligence collective en partant de la feuille de route du SIB comme cadre de travail pour que chacun puisse identifier le lien entre ses propres actions et la dynamique que constitue le SIB. Ainsi, nous souhaitons qu'à la sortie du séminaire, chacun puisse rentrer chez lui ou chez elle avec une vision plus claire de ce qu'est le SIB et des synergies qu'il peut avoir dans le cadre de cette dynamique. Mais qui êtes-vous derrière votre ordinateur? Qui sont les participants aujourd'hui de ce séminaire? On est 246 à ce stade. Pour rappel, ce séminaire il est avant tout dédié aux potentiels contributeurs du SIB, à savoir les acteurs qui contribuent à la production, à la gestion, à la diffusion des données sur la biodiversité, mais également ceux qui sont en charge d'organiser tous ces processus d'un point de vue global, à savoir les porteurs des 31 politiques publiques identifiées dans le cadre du SIB. Nous y reviendrons également tout à l'heure. Donc, sur ces 246 participants aujourd'hui connectés à la visio, on a une grande diversité d'acteurs. On a des représentants de plusieurs ministères, de l'écologie, de l'agriculture, des armées, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et leurs services déconcentrés en métropole et en outre-mer. On a les agents de l'Office français de la biodiversité, de l'UMS Patrinat. Nous avons des acteurs de la connaissance et de la conservation de la biodiversité, associations naturalistes, conservateurs botaniques nationaux, acteurs du SINP au niveau régional, CPIE, ONG de protection de l'environnement. On a également des acteurs particulièrement impliqués dans la protection des espaces naturels, des parcs nationaux, parcs naturels régionaux, conservateurs d'espaces naturels, réserves naturelles. On a également des établissements publics, l'IGN, le CEREMA, Ecofor, Ifremer, Andra. Nous avons des établissements de recherche, le Muséum national d'histoire naturelle, notamment l'INRAE, le CIRA, le CNRS, des universitaires. Nous avons un certain nombre de collectivités également, des régions qui sont représentées, des départements, des villes et des métropoles, ainsi que des collectivités d'outre-mer. Nous avons des agences régionales de la biodiversité et enfin, des entreprises, bureaux d'études, des grands groupes également et des entreprises du numérique.
Donc, vous voyez, on a une diversité d'acteurs nationaux, régionaux et plus locaux. Donc, une diversité aussi d'actions et d'enjeux sur les données de biodiversité derrière tout ça. Mais aujourd'hui, un seul et même objectif que je vous propose, donc dans ce slogan qui est « Coordonner nos actions pour mieux comprendre et préserver la biodiversité grâce aux données ». Avant d'aller plus loin, je souhaitais remercier d'abord les personnes qui ont été en première ligne dans l'organisation de ce séminaire, à savoir ma collègue Camille, qui est juste ici également, mais également donc, Yael Groner et Vincent Meignier de l'entreprise Trivalio, avec également le comité d'organisation de ce séminaire, Arnaud Albert, Pascal Laurie, Thomas Bouix, Jean-Jacques Richard et Nathalie Poulet. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui avec nous, malgré les conditions parfois complexes liées au confinement du pays. Profitons de ce séminaire pour mettre en commun nos connaissances et nos expériences. Soyons créatifs dans nos façons de penser et n'oublions pas d'avoir du plaisir dans ces 2 jours d'aventure ensemble. Bon séminaire à tous. Merci Thomas. Merci beaucoup pour cette introduction de ces 2 jours. Et merci d'avoir tout préparé, parce que c'est vous, Thomas et Camille, qui avez tout préparé pendant de nombreux mois pour arriver ici. Nous allons prendre quelques minutes maintenant pour vous donner la structure des 2 jours. Peut-être c'est le moment de pouvoir voir le slide. Merci Vincent, ça va arriver. J'y viens. Et le détail de comment va être structurée la journée. Déjà la matinée, je comble le temps que tu trouves le slide. Merci. Déjà la matinée, on va avoir déjà une introduction institutionnelle. Il y aura des prises de parole importantes que Thomas va introduire dans quelques minutes. Puis ensuite, on aura un temps d'une séquence qu'on a nommée le SIB dans le concret, pour vous détailler la structure du SIB. Et là, vous aurez des temps de questions-réponses pour pouvoir bien clarifier de quoi il s'agit. Donc, ça sera cette plénière d'introduction qui est affichée juste ici. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter pour toi, Thomas, sur la structure de la matinée? C'est OK. Puis l'après-midi, il y aurait un carrefour thématique. Et je te laisse le plaisir de dire quelques mots là-dessus. Thomas, comment tu dirais en 2 mots le carrefour thématique? Carrefour thématique, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure dans mon mot d'accueil. Ça va être l'occasion, donc à chaque participant, de rencontrer des intervenants qui vont présenter leurs propres actions, avec l'idée que dans leurs actions, en fait, il y a des enjeux de données sur la biodiversité, et de voir en fait comment le SIB en fait se met en lien avec ces actions-là, comment le SIB peut apporter voilà, une dynamique d'ensemble qui facilite l'accès et la réutilisation des données sur la biodiversité. Donc, on va rentrer sur des sujets, donc ce que je disais, 21 interventions, sur des enjeux de biodiversité très différents, hein, voilà, la pollution lumineuse, les mesures compensatoires, des choses plus sur la mer, plus sur l'agriculture, etc. Donc, à chaque fois, des enjeux de biodiversité, des questions sur les données, production, gestion, diffusion de données, et le SIB dans tout ça concrètement. Donc, ça reste bien dans cet objectif de la première journée, de mieux comprendre le SIB dans le concret. Le SIB, où est-ce qu'on peut le trouver, comment on peut le trouver. Voilà, donc c'est l'idée de ces carrefours thématiques, de nombreuses thématiques, mais un seul objectif, voilà, autour d'améliorer l'accès et la réutilisation des données sur la biodiversité. Merci. Et donc, ce matin, nous serons en plénière, comme c'est noté. Et dès cet après-midi, nous allons nous retrouver en pleine petite salle et Vincent va guider l'explication de comment ça va se déployer. Mais ce sera des petites salles de partage qui vous seront du coup expliquées. Absolument. Merci Yael. Et du coup, pour cette matinée, on a prévu 2 séquences. D'abord, une introduction institutionnelle et puis ensuite une séquence vraiment qui vous permettra de comprendre ce qu'est le SIB dans le concret avec une succession d'interventions très pratiques. Et nous allons du coup démarrer cette introduction institutionnelle en accueillant du coup Pierre Dubreuil. Donc Pierre, je vous accueille sur la scène et vous pouvez maintenant ouvrir votre micro. Alors peut-être avant que Pierre Dubreuil, vous pouvez prendre la parole. Bienvenue Pierre Dubreuil. Peut-être Thomas, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la raison de cette ouverture institutionnelle, les personnes? Pourquoi nous avons l'honneur d'écouter Pierre Dubreuil ce matin? On t'écoute Thomas.
Merci beaucoup, Yael. Effectivement, on a souhaité, dans le cadre de ce séminaire, mettre du contexte, en fait, essayer de représenter le contexte dans lequel se fait ce séminaire. Le système d'information sur la biodiversité, il est porté par plusieurs établissements et il semblait important de donner la parole aux représentants de ces différents établissements. Donc, typiquement, Pierre Dubreuil donc pour l'Office français de la biodiversité. Et nous avons également les représentants donc du ministère de la Transition écologique et du Muséum national d'histoire naturelle. Nous avons également invité un grand témoin, donc, dans la personne de Laurence Monnet-Smith, donc qui nous parlera plus des enjeux d'ouverture de données sur l'environnement. Donc voilà, il nous semblait important de lancer ce séminaire avec des paroles fortes qui donnent du contexte en fait, sur le système d'information sur la biodiversité. Merci Thomas pour ces précisions. Pierre, bienvenue. Merci, bonjour à tous, merci. Bonjour, la parole est à vous. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous et je vous remercie de m'avoir invité à l'introduction de ce séminaire sur le système d'information de la biodiversité. Écoutez, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse bien l'Office français de la biodiversité, qui est un nouvel acteur en fait, qui est né il y a un peu plus d'1 an, qui est né dans le paysage institutionnel, qui, comme vous savez, est la fusion de 2 établissements qui existaient déjà. Alors en fait, pour entrer dans le vif du sujet, l'OFB, c'est un acteur de la connaissance en matière de biodiversité, qui a beaucoup d'autres missions, mais il se trouve que la connaissance irrigue toutes ces missions. Alors, la connaissance à l'OFB, c'est 2 directions, c'est les données et c'est la recherche. Et il se trouve que notre rôle à nous, c'est vraiment d'être un fédérateur de tous les acteurs qui produisent des données sur la biodiversité. Alors, évidemment, pour ça, il faut une stratégie. Et nous sommes, comme nous sommes un établissement nouveau qui est en train de se créer, nous sommes en train d'élaborer, avec notre conseil scientifique, une stratégie de la connaissance, qui est une connaissance pour l'action. C'est l'OFB, l'Office français de la biodiversité, d'un établissement public qui fait de la connaissance, qui produit de la connaissance pour agir, parce que nous sommes aussi un établissement gestionnaire de la biodiversité. Alors, nous, au sein de l'OFB, nous fédérons plusieurs systèmes d'information qui concernent la biodiversité, le système d'information eau, le système d'information mer. Et donc, le rôle de cet établissement, c'est donc de fédérer les acteurs, mais avec, et d'ailleurs, je le dis, fédérer les acteurs, c'est la loi qui nous confère ce rôle. La loi de 2016, qui a créé l'AFB, qui est devenue l'OFB, confère à l'établissement ce rôle de référentiel, finalement, sur les systèmes d'information de la biodiversité. Évidemment, en lien avec d'autres et avec tous les acteurs. En lien avec le Muséum national d'histoire naturelle, dont le rôle, chacun le sait, et je crois que Bruno David va intervenir, est de recenser les données. Et nous avons d'ailleurs une unité mixte de service avec le Muséum national d'histoire naturelle qui s'appelle Patrinat, qui est au cœur de ce dispositif, évidemment. Et donc, notre rôle, c'est de fédérer les acteurs, d'être en lien avec ces acteurs. Donc, finalement, rien ne pourrait se faire en matière de données sur la biodiversité et de référentiel de la biodiversité sans les acteurs qui contribuent à produire ces données. Raison pour laquelle il existe, je pense que évidemment chacun le sait ici, à ceux qui assistent à ce séminaire, un nouveau portail qui est né en janvier, qui, je pense qu'on connaît bien l'Observatoire national de la biodiversité, mais peut-être pas encore assez ce portail qui s'appelle Nature France, qui a ouvert en janvier et qui a pour but de rassembler toutes ces données pour les mettre à disposition d'un public large. Et je vais insister là-dessus sur notre rôle à nous, c'est d'être le pivot finalement pour garantir la cohérence, la mutualisation des données au sein du système d'information de la biodiversité. Et en ce sens, l'engagement des participants du séminaire, qui soient d'ailleurs, vous l'avez signalé, des porteurs de politique publique, le ministère de la Transition écologique, qui est notre tutelle, des acteurs des données sur la biodiversité dans son spectre le plus large, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, c'est absolument nécessaire pour améliorer l'accès
et l'utilisation et la réutilisation de ces données sur la biodiversité. Voilà, parce que, moi, je terminerai là-dessus, j'ai la conviction que ce système d'information, il a une finalité qui doit faciliter l'organisation finalement de l'ensemble des acteurs pour, in fine, avoir quatre objectifs. Ces données fédèrent tous les aspects de la biodiversité, l'état de la biodiversité, donc évidemment documenté sur l'ensemble des espèces, animales, végétales, fongiques, les habitats, les milieux. Donc ces données permettent de documenter l'état, les pressions et les menaces qui pèsent sur la biodiversité, les actions menées en faveur de la biodiversité et surtout de sa préservation, dont on sait qu'elle se porte assez mal, cette biodiversité, et les méthodes et les protocoles pour la production et le partage de ces données. Voilà ce que doit permettre le système d'information pour la biodiversité, et l'OFB jouera son rôle évidemment plein et entier dans ce système, et d'autres que moi interviendront à ce séminaire sans doute pour en dire plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Dubreuil, pour votre intervention. Et ce matin, nous avons prévu 3 autres intervenants pour cette introduction institutionnelle. Je vais donc maintenant accueillir Laurence Monnoyer-Smith sur la scène. Laurence, bonjour. Votre micro est activé. Oui, je pense. Super. C'est bon, vous m'entendez bien? Absolument. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. On a l'honneur de vous accueillir. Vous êtes directrice du développement durable et de la performance du CNES. Ça te dit comme ça? Non, on dit le CNES, mais c'est pas grave. Ouais. Et vous êtes ancienne commissaire générale du développement durable. Bienvenue à vous, on vous écoute avec plaisir. Oui, merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour partager quelques réflexions. C'est vrai que donc, le Centre national d'études spatiales, au sein duquel je travaille aujourd'hui, a lui aussi une intense pratique de la donnée. Et dans mes fonctions précédentes, au sein du ministère de la Transition écologique, j'avais beaucoup travaillé sur les données environnementales, notamment en tant que responsable du système statistique ministériel. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques-unes de mes réflexions, puisque c'est vrai que notre espace naturel, notre Terre, très souvent, enfin en tout cas, tel que je la regarde, j'ai l'occasion de la regarder de loin maintenant que j'avais beaucoup les pieds sur terre au ministère. Aujourd'hui, je la vois de loin, je la vois d'en haut, sous toutes ses formes. Et dans mes pires cauchemars, je vois la Terre qui ressemble à Mars. On a vu il n'y a pas très longtemps. Je vois cette Terre qui ressemble à Mars et qui est toute rouge, vous savez, un petit peu comme dans Blade Runner. Une Terre, dans ses pires cauchemars, je la vois dévastée par la pollution, je la vois dévastée par la surexploitation et largement inhabitable. Une Terre qui serait désertée par l'humanité, où il y aurait des réplicants et des robots qui s'opposeraient aux hommes. Et il y a beaucoup de fictions qui viennent nourrir ce cauchemar, de Terminator à Matrix. Et puis, ces récits nous rappellent un peu le sombre destin qui nous attend si on ne prend pas soin de ce que les Indiens appellent la terre-mère. Notre destin est lié à celui de la nature, qui nous apporte un ensemble de contributions vitales, des fonctions, des services écosystémiques, de l'alimentation à l'énergie, de la distribution de l'eau douce à l'atténuation des impacts des aléas naturels. Et c'est vrai qu'on avait oublié à quel point on était dépendant de la biodiversité, tant la révolution industrielle et le scientisme nous ont un peu illusionnés sur notre capacité à dominer la nature et à nous en extraire. Le GIEC, d'ailleurs, est né en 1988 et l'IPBES n'a lui été mis en place qu'en 2012, même si, bien entendu, de nombreuses actions avaient été conduites auparavant, au moins au niveau international. Et pour autant, aujourd'hui, on a quand même une bonne idée de l'ampleur de notre dépendance à la biodiversité. Et cette dépendance, elle est sans appel. 2 milliards de personnes aujourd'hui utilisent du combustible ligneux pour satisfaire
aux besoins primaires en énergie. Vous savez qu'on a 70% des médicaments qui sont utilisés pour traiter les cancers qui sont issus de produits naturels ou en tout cas de produits qui sont inspirés par la nature. Et rien qu'en France, on a entre 5 et 12% de la valeur totale des productions végétales destinées à l'alimentation humaine qui dépend des pollinisateurs. Vous le savez tous ceci. Aujourd'hui, nous n'avons d'ailleurs jamais aussi violemment ressenti ce besoin de nature que depuis le premier confinement. Je pense qu'on partage tous ce constat. Nous sommes un étrange mammifère, finalement, notre espèce humaine qui détruit les écosystèmes qui nous permettent d'exister. Et nous savons tous aujourd'hui que la nature a été altérée de manière significative par l'action anthropique, puisque la quasi-totalité des indicateurs qui sont relatifs aux écosystèmes et à la biodiversité montrent un déclin rapide. Le Global Biodiversity Outlook, d'ailleurs, qui a été publié, vous savez, en septembre dernier, dresse un bilan très inquiétant, puisque, comme le dit la secrétaire exécutive de la CDB, l'humanité aujourd'hui est à la croisée des chemins en ce qui concerne l'héritage qu'on souhaite laisser aux générations futures, puisqu'aucun des objectifs d'Aichi ne sera entièrement réalisé, et ce qui menace d'ailleurs à son tour la réalisation des objectifs de développement durable et qui entravent les efforts pour lutter contre les changements climatiques. On doit donc redoubler d'efforts pour intégrer la biodiversité dans le processus décisionnel et la prendre en compte dans les politiques gouvernementales, dans tous les secteurs économiques. Et pour cela, la conception et la mise en œuvre des politiques publiques de préservation de la biodiversité doivent s'appuyer sur un développement continu des connaissances, la connaissance de l'état de la biodiversité, les mécanismes qui sont impliqués dans sa dynamique et sa résilience, ainsi que les activités humaines qui interagissent avec elle. Cette connaissance utilise notamment l'analyse de la donnée, elle s'appuie sur des cadres conceptuels et théoriques et elle s'appuie sur un grand nombre de processus d'expertise. Et en ce sens, l'acquisition de la donnée, sa mise à disposition, la production d'indicateurs fiables constitue une phase indispensable dans l'élaboration des connaissances servant de base aux politiques publiques, mais aussi, j'y reviendrai, c'est important, à l'action individuelle des entreprises. La transformation numérique de la société modifie aujourd'hui profondément les conditions de production et de partage des connaissances, et ces dernières sont accessibles au plus grand nombre. Nous devons d'ailleurs déployer cette accessibilité dans le respect de la convention des principes de la Convention d'Aarhus, qui dispose et que la France a ratifié, et qui dispose que nous devons mettre à disposition de l'ensemble des citoyens des connaissances afférentes à l'environnement et en particulier à l'impact anthropique sur l'environnement. Donc, l'analyse et l'utilisation efficace de la donnée nécessitent qu'elle soit organisée, qu'elle soit documentée, qu'elle soit entretenue sur le long terme et de manière à ce qu'on assure sa cohérence, qu'on facilite son exploitation, son partage, sa compréhension et son accessibilité. Aujourd'hui, non seulement une très vaste partie du vivant reste inconnue à ce jour, mais en plus, les données de la biodiversité sont éparpillées. Les scientifiques du monde entier se mobilisent pour produire des cadres de connaissances des écosystèmes, pour produire des connaissances sur les relations, entre ces écosystèmes et le changement climatique et l'évolution des océans, notamment à travers l'initiative GéoBon, pour enseigner ce que l'on appelle les variables essentielles de la biodiversité, comme il existe d'ailleurs les variables climatiques essentielles. En France métropolitaine, comme dans les domaines ultramarins, les données sont organisées dans des outils informatiques plus ou moins connectés, plus ou moins faciles d'accès. Ils sont alimentés en plus par un public extrêmement hétérogène. Ce sont des acteurs privés, des acteurs publics, ce sont des professionnels, mais ce sont aussi des associatifs et le grand public qui contribue également pour sa part à travers des programmes de sciences participatives. Alors, à quoi sert toute cette donnée? C'est intéressant de regarder un petit peu ce qu'on en fait, la manière dont on va l'utiliser. Une chose est de mettre les données à disposition, une autre de savoir comment elle est utilisée. Je reviendrai sur ce point parce qu'il y a un retour d'expérience intéressant à faire sur le spatial. On doit disposer de données pour pouvoir agir efficacement. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de la stratégie nationale de la déforestation apportée, il est absolument indispensable de pouvoir identifier les parcelles qui sont déforestées, de connaître l'usage réservé à ces parcelles, de tracer le parcours des cultures qui sont intégrées dans la chaîne de valeur des produits importés jusqu'au consommateur final.
pour réaliser, mettre en œuvre cette politique publique, on doit évidemment disposer de toute une série de données et de les faire travailler ensemble. En particulier, on doit repérer les parcelles qui sont déforestées et cette activité de repérage est complètement dépendante donc, de notre capacité d'identification. C'est particulièrement complexe, en particulier dans les zones intertropicales, vous savez, qui sont difficiles d'accès, pas forcément visibles parce qu'ils sont noyés sous les nuages, la ceinture tropicale est noyée sous les nuages, et donc quand on les observe avec des instruments optiques, eh bien, c'est compliqué de faire des cartes, d'où Global Forest Watch fait ça, mais avec des productions cartographiques annuelles, mais qui nécessitent la concaténation de très nombreuses données. Aujourd'hui, on essaye d'améliorer l'acquisition de ce type de données. On a notamment un projet très intéressant qui s'appelle Tropisco, qui a été d'ailleurs labellisé par l'OFB, qui fait partie avec l'ensemble des acteurs de l'Observatoire spatial du climat. C'est un projet très intéressant qui a pour vocation de mettre à disposition des données cartographiques en temps réel. En temps réel, dans le spatial, c'est 5 à 7 jours, hein, c'est pas toutes les heures. Mais en tout cas de mettre des données cartographiques à disposition à partir de données radars qui sont issues de l'observation de la Terre et de Sentinelle-1. Et ces données radars sont évidemment insensibles aux nuages. Et donc, ça permet d'avoir des résolutions inédites sur les zones intertropicales. Donc, la mise à disposition de la donnée à l'ensemble de la société civile, associations, FAO, et puis décideurs publics, de ces cartographies constitue un outil extrêmement important pour la mise en place de la stratégie nationale de déforestation apportée. Ça, c'est un exemple, il y en a de nombreux autres. Par exemple, celui des mangroves. Nous avons les mangroves, vous le savez, constituent un patrimoine naturel de premier ordre. Et leur préservation est absolument essentielle puisqu'il y a des populations qui se concentrent toujours plus nombreuses sur les côtes et qui tirent parti des services écosystémiques des mangroves de façon quotidienne. On a des territoires ultramarins qui abritent à peu près 100 000 hectares de mangroves, c'est-à-dire à peu près 1000 km² qui sont répartis sur l'ensemble de nos territoires entre la Guyane, le Pacifique, l'océan Indien, etc. Et on sait que 25% des mangroves auront été détruites à l'horizon 2025 si on ne fait rien. Pour parvenir à enrayer cette dynamique, on fait du croisement de données, de la donnée in situ pour comprendre les dynamiques côtières des écosystèmes de mangroves et des données spatiales pour alimenter les tableaux de bord, des plans de gestion, des zonages écologiques pour permettre la restauration d'écosystèmes de mangroves. Donc l'interopérabilité des données qui est permise qui sera d'ailleurs à l'avenir d'autant plus permise par le système d'information sur la biodiversité, nous permettra d'aller beaucoup plus vite dans la création de ce type de plateforme. Donc, la donnée, c'est un outil de connaissance et d'action. Les données, les modélisations qui sont rendues possibles servent à l'action publique, mais aussi aux entreprises. Et l'ouverture, notamment l'ouverture de la plateforme Projet Environnement à laquelle j'avais contribué en 2018, qui permet le dépôt des données de biodiversité qui sont présentes dans les études d'impact, qui répond à l'obligation de la loi pour la reconquête de la biodiversité, permet le dépôt des données de la biodiversité des projets qui sont soumis à études d'impact, mais aussi de ceux qui ne sont pas soumis à études d'impact. Et ça permet l'accès du public aux études d'impact de l'ensemble des projets sur le territoire national. Ça va bénéficier aux entreprises, aux porteurs de projets et aux bureaux d'études qui pourront ainsi accéder aux données qui sont déjà disponibles et leur permettra de faciliter la réalisation de leurs propres études. Donc la donnée, elle est utile pour les politiques publiques, elle est utile aussi pour les entreprises, comme on vient de le voir. Alors, elle est utile aussi aux entreprises, mais elle est utile aussi pour construire l'avenir. Vous le savez, puisque le reporting sur l'empreinte de la biodiversité des entreprises pourrait devenir obligatoire en France et en Europe dans le cadre du reporting extra-financier. D'ailleurs, certaines entreprises ont d'ores et déjà l'obligation de publier des déclarations de performance extra-financière avec des informations qui sont relatives à la biodiversité lorsqu'on considère que ce risque est pertinent. Pour autant, ce reporting n'est pas très bien fait. Les entreprises ne sont pas forcément équipées pour le faire. En tout cas, c'est ce que nous apprend la plateforme RSE qui avait remis un avis au gouvernement l'année dernière. Donc, la stratégie européenne en faveur de la biodiversité qui avait été prévue, qui a été présentée l'année dernière, prévoit aussi de mesurer, d'intégrer la valeur de la nature, de mesurer l'empreinte des produits et des organisations sur l'environnement, par exemple en utilisant des approches qui sont fondées sur les analyses de cycle de vie et la comptabilisation du patrimoine naturel.
Donc, dans ce cadre-là, il va bien falloir qu'on s'appuie sur des données fiables qui sont relatives à l'impact sur les écosystèmes de l'ensemble de la chaîne de valeur des entreprises. Et on pourra utiliser notamment pour ce faire le Global Biodiversity Score qui a été développé par la CDC et qui repose lui aussi sur des données primaires qui sont importantes. Donc, dans ce cadre-là, l'effort qui est réalisé par la France dans le domaine de la mise à disposition des données sur la biodiversité doit vraiment être salué. Et notamment les modalités de la conception de cette plateforme de données qui sont assez exemplaires puisqu'elle a impliqué une grande partie des acteurs de la biodiversité que vous représentez aujourd'hui. Depuis 2016, et la loi de la reconquête sur la biodiversité, l'AFB puis l'OFB ont engagé un certain nombre de concertations pour justement essayer de définir les contours de cette stratégie, comme l'a expliqué tout à l'heure Pierre Dubreuil, mais l'AFB avait organisé des forums, des données sur la biodiversité qui s'inscrivaient dans une démarche de concertation pour la définition du contour et qui a permis la production de la déclaration des données sur la biodiversité qui engage l'ensemble des acteurs. Et l'ensemble des discussions qui ont été menées en 2018 et 2019 ont permis à cette stratégie d'être définie et décomposée en actions concrètes à développer d'ici 2023. Donc, ce système d'information sur la biodiversité, c'est vraiment un dispositif extrêmement intéressant qui permettra de fédérer l'ensemble des données sur la biodiversité, quelles qu'elles soient et de quelque origine qu'elles viennent. Et ceci dans un souci d'ouverture libre et gratuit pour en favoriser l'utilisation. Donc, on le sait, au-delà de ça a été mentionné tout à l'heure, le SIB va permettre d'avoir un accès de fédérer des données de plus de 31 politiques publiques et d'ouvrir l'ensemble de ces données au grand public. Pour autant, au-delà du SIB, je voudrais insister sur un point qui est un petit peu un retour d'expérience, puisque c'est vrai que la valeur de la donnée, elle se mesure largement à son utilisation. Et si je peux partager un point que j'ai vu, moi, particulièrement en arrivant au CNES, au Centre national d'études spatiales, où nous sommes aussi, c'est le moins qu'on puisse dire, d'énormes producteurs de données, notamment des données qui viennent de l'ensemble de la constellation Copernicus, mais aussi bien d'autres, qui sont versées au sein d'infrastructures qui sont dédiées, des infrastructures qui s'occupent des données océaniques, des données de la défense, des télécommunications et largement aussi des données environnementales et climatiques qui permettent les modélisations assez précises sur l'évolution, l'impact du changement climatique sur les territoires. Ces données-là, je trouve, en regardant un petit peu en arrière, que nous avons négligé à certains écarts l'utilisation aval des données des entreprises et des utilisateurs finaux non académiques. Si les universitaires savent largement utiliser en tout cas savent largement recourir à aller chercher les données dont ils ont besoin, c'est beaucoup moins le cas des utilisateurs finaux. Ce qui est important pour les infrastructures de données, ce n'est pas seulement la donnée que l'on met à disposition, c'est la manière dont elle va être utilisée. Et aujourd'hui, on a une action très orientée vers la valorisation aval de la donnée et des algorithmes qui sont développés dans les laboratoires de recherche notamment ou dans les services de recherche et développement. Et aujourd'hui, je ne saurais donc que trop insister en même temps qu'on met en place ce système d'information sur la biodiversité que de réfléchir collectivement aussi à la façon dont on va pouvoir valoriser ces données-là, les mettre à disposition des entreprises pour que justement des entreprises, des décideurs locaux et des multiples acteurs de la biodiversité, tant il est vrai que la mise à disposition ne suffit pas. Donc nous, au sein de notamment l'ensemble de l'écosystème spatial, on travaille beaucoup à essayer de faire en sorte que nous ayons une véritable mobilisation de l'ensemble des acteurs pour la valorisation de ces données. Donc, ce séminaire, pour moi, il est très important à l'heure où les entreprises comme les décideurs publics doivent s'outiller pour résoudre aux enjeux majeurs qui sont liés à l'érosion de la biodiversité. Et on peut être heureux de constater la mobilisation des porteurs de politiques publiques, des acteurs qui sont mobilisés dans la production, la gestion et la diffusion des données. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, vous êtes très nombreux à assister à ces 2 journées pour créer des synergies d'action sur l'ensemble des problématiques et des thématiques qui ont été évoquées. Je conclurai mon propos liminaire en disant que vous avez certainement
certainement entendu cette phrase célèbre qui nous dit que la Terre est le berceau de l'humanité, mais nul ne reste éternellement dans son berceau. C'est une phrase que j'ai beaucoup entendue en arrivant au Centre national d'études spatiales. On la doit d'ailleurs à un instituteur russe du début du XXe siècle qui s'appelle Konstantin Tsiolkovsky et qui était un ardent partisan de l'exploration et d'ailleurs de la colonisation de l'espace. Cette phrase me rend dingue. Elle est totalement fausse, puisque l'humanité n'est pas séparable de la Terre qui lui a donné naissance, et l'exploration spatiale que nourrit notre curiosité scientifique ne doit jamais nous faire oublier que nous faisons partie de la biosphère. Prendre soin d'elle, c'est aussi prendre soin de nous, et c'est ce que vous faites aujourd'hui en contribuant activement à mettre à la disposition de tous un savoir sur l'ensemble de notre biosphère. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Laurence, pour ces propos si soutenants, à la fois personnels et à la fois avec plein d'espérance et de savoir. Merci pour tout ça. Nous allons maintenant accueillir en film la troisième personne qui va parler. C'est Bruno David, le président du Muséum national d'histoire naturelle. Et du coup, voilà, on va pouvoir voir un film qui va introduire ces paroles, et donc pas en live. Et quand c'est prêt pour toi, Vincent, on peut le regarder. Madame la ministre, chère Bérangère Abba, monsieur le directeur de l'Office français de la biodiversité, cher Pierre, madame la directrice du développement durable et de la performance au CNES, chère Laurence Monnoyer-Schmitt, chers collègues et amis. Je suis très heureux d'être à vos côtés ce matin, même par ce truchement virtuel, pour l'ouverture de ce séminaire consacré aux données de la biodiversité, premier acte fort du lancement opérationnel du système d'information sur la biodiversité, le SIB. Je tiens en premier lieu à remercier l'UMS Patrinat ainsi que toutes les équipes mobilisées sur l'organisation de cet événement. Il était important de le maintenir en dépit des incertitudes engendrées par la crise sanitaire, quitte à adopter ce format virtuel. Le séminaire qui nous rassemble aujourd'hui doit être l'occasion de rappeler les enjeux actuels de l'érosion de la biodiversité et corrélativement de souligner l'importance cruciale de disposer de données fiables pour construire la connaissance. Cette connaissance plus fine de la biodiversité permet de mieux appréhender les défis qui nous sont lancés et de proposer des outils qui soient utiles aux décideurs publics comme aux citoyens. Un seul exemple. Comment élaborer un plan loup sans d'emblée le faire à une échelle internationale avec les pays limitrophes et donc de disposer d'outils et méthodes de dénombrement qui permettent de faire des additions tout simplement. Sans dénombrement cohérent, pas de vision sur la viabilité démographique des loups et donc pas d'action scientifiquement fondée. Un exemple qui illustre à quel point les données sont essentielles. Le Muséum national d'histoire naturelle est pleinement engagé dans cette démarche à travers la production, la gestion et la diffusion de données sur la biodiversité, notamment dans le cadre de ses activités de recherche, de gestion des collections et d'expertise, mais j'y reviendrai. Chers collègues, nous sommes à l'aube de la 6e extinction de la biodiversité et il est urgent de prendre la mesure de la situation. C'est la raison pour laquelle la conception et la mise en œuvre des politiques publiques de préservation de la biodiversité doivent s'appuyer sur un développement continu de la connaissance de son état, des mécanismes impliqués dans sa dynamique et sa résilience, ainsi que des activités humaines qui interagissent avec elle. Nous devons être acharnés dans cette quête. Une quête qui n'est pas une simple accumulation, un simple empilement aussi élégant puisse-t-il être, car cette quête et la connaissance qui lui est associée reposent à la fois sur des protocoles d'expertise précis et sur des cadres conceptuels et théoriques robustes. La donnée, dans un sens extensif, tel que nous l'entendons aujourd'hui, recouvre toute représentation numérique d'une information, qu'elle résulte de l'observation brute, ou déjà traitée en partie, ou de la modélisation. L'analyse et l'utilisation efficace de ces données nécessitent qu'elles soient organisées, documentées et entretenues sur le long terme.
Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons en assurer la cohérence, mais aussi faciliter leur exploitation, leur partage, leur compréhension et leur accessibilité. Ces quelques réflexions sur le bon usage des données viennent souligner la pertinence du SIB. Aujourd'hui, les données de biodiversité française, métropolitaine comme outre-mer, sont relativement éparses, rassemblées par des acteurs privés et publics ainsi que par le grand public qui contribuent à des programmes de sciences participatives. Le SIB se positionne comme un dispositif qui répond à une demande de coordination. Il vise à fédérer l'ensemble des données sur la biodiversité, en particulier celles qui sont produites, générées et partagées dans le cadre des politiques publiques de l'État. Il s'agit bien d'atteindre une cohérence d'ensemble en œuvrant sur la cohésion des dispositifs. De par sa vocation à produire de la connaissance et la diffuser au plus large public, le muséum a toute sa place dans ce dispositif et il est extrêmement fier d'y contribuer activement. Il y est impliqué à plusieurs titres. D'abord, il est co-tutelle de l'UMS Patrinat, centre d'expertise et de données sur la nature, opérateur principal en charge du pilotage du SIB. Co-tutelle avec l'OFB, bien évidemment, mais aussi avec le CNRS. Forte de 30 années d'expérience en gestion de l'information sur la nature, l'UMS Patrinat fait figure de pionnière dans la mise en réseau des données au niveau national et international, mais aussi des acteurs de l'environnement et de la recherche. Elle a ainsi construit des référentiels et des bases de connaissances sur les espèces et les habitats afin de permettre la production d'indicateurs robustes sur l'état de la biodiversité en France. Ensuite, le muséum est directement impliqué dans la gouvernance du SIB à travers le portage de son comité scientifique et technique. La vocation de cette instance est de formuler des recommandations relatives à la qualité scientifique et technique et à la cohérence globale du système d'information sur la biodiversité. Une attention particulière sera apportée à son interopérabilité avec d'autres systèmes d'information publics et aux lacunes de connaissances identifiées. 2021 devra être l'année de sa mise en place pour s'assurer que le SIB se construise sur des bases scientifiques et techniques solides. Autre élément dont le muséum peut se féliciter, la place de l'INPN dans le dispositif. L'Inventaire national du patrimoine naturel est, comme vous le savez, le portail national spécialisé sur l'état et la conservation de la biodiversité française. Il diffuse depuis plus de 15 ans la connaissance scientifique sur les espèces animales et végétales, les milieux naturels, les espaces protégés et le patrimoine géologique. Je me réjouis de voir que les liens entre l'INPN et Nature France se resserrent grâce au SIB, afin que l'ensemble des données soient plus accessibles et plus facilement réutilisables. Enfin, quatrième point, le muséum porte l'infrastructure de recherche Pôle national de données de biodiversité. Lancé sous l'impulsion du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en 2018, ces missions s'inscrivent dans une démarche comparable à celle du SIB, tout en concernant plus spécifiquement les acteurs de la recherche. Donc c'est un outil similaire, mais centré sur les questions de recherche. Pour que ces deux dispositifs néanmoins se construisent en cohérence, l'UMS Patrinat a été désigné pour porter également ce projet PNDB. Pour illustrer ce rapprochement, vous pourrez assister durant les carrefours thématiques de l'après-midi à une présentation d'Yvan Lebras, chef de projet du PNDB, concernant la production d'indicateurs de biodiversité réfléchis dans le cadre du SIB à partir d'outils portés par le PNDB, belle démonstration de l'interaction entre les deux structures. Ce lien entre PNDB et SIB a vocation à se renforcer, notamment sur des questions de partage de données et de métadonnées, d'organisation de la gouvernance et de proposition de services numériques. L'UMS Patrinat sera donc motrice dans ce rapprochement entre SIB et PNDB en tant qu'unité mixte à l'interface entre expertise et recherche, coordonnant ainsi le lien avec la recherche et le partage de la connaissance à l'international aussi, avec en particulier le point nodal GBIF France qui est à l'intérieur de cette UMS Patrinat. Au-delà des communautés scientifiques pour le PNDB et des décideurs ou acteurs de terrain pour le SIB, les citoyens ont désormais accès, depuis leur salle à manger, entre guillemets, aux données produites. C'est la vertu de l'informatique partagée. De là, nous incombe une responsabilité supplémentaire, celle de participer à une dynamique vertueuse qui réponde à des objectifs clairs,
ceux de mieux s'approprier l'élaboration et l'évolution du système d'information sur la biodiversité pour le mettre au service de tous les publics. Je crois que nous sommes tous en ordre de bataille et qu'est venu le temps de l'action. Il est urgent d'agir et de se donner les moyens de lutter sur des bases rationnelles contre cette détérioration du tissu vivant de notre planète. Chers collègues, chers amis, je vous souhaite à tous 2 jours de discussion stimulante et je suis bien certain que vos échanges seront fructueux tant ils répondent à une nécessité impérieuse, celle de mieux connaître la fragilité du vivant et d'espérer de nous donner les clés pour le protéger. Bons travaux à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup à Bruno David pour cette prise de parole à travers ce film bien précieux. J'ai la joie d'appeler sur cet espace virtuel Mathieu Papouin. Bonjour Mathieu, bienvenue. Vous êtes sous-directeur des écosystèmes terrestres à la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique. Et nous avons le plaisir de vous écouter dans cette introduction-là, comme prise de parole du ministère. À vous. Merci. Bonjour à tous. Je suis heureux de participer à l'ouverture de ce séminaire. Après l'édition de 2017, c'est un jalon important pour le SIB, dont le ministère de la Transition écologique, que je représente ici, assure le pilotage stratégique. Avant de développer quelques points d'attention, je voudrais commencer par vous donner 3 raisons pour lesquelles ce séminaire est important pour le ministère. Alors, premièrement, c'est par des éléments fondateurs qu'on crée une dynamique et qu'on crée un collectif et qu'on lance une dynamique. Et une dynamique collective, c'est tout à fait le moteur qui doit animer le SIB. Deuxièmement, ce séminaire est centré sur plusieurs temps d'échange, à la fois pour que chacun touche du doigt l'éventail des données du SIB, mais également pour que les notions d'accès, de partage et de réutilisation de la donnée soient au centre des débats. Et l'ouverture des données, c'est le cœur du SIB. Troisièmement, structurer et rendre accessible la donnée, c'est faciliter l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques. Au moment où Bérangère Abba, secrétaire d'État chargé de la biodiversité, lance l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité 2030, ce séminaire contribuera à son évaluation future. Ainsi, conforter une dynamique collective centrée sur l'accès et le partage des données pour élaborer et évaluer les politiques publiques de la biodiversité, voilà ce que j'attends de votre participation à ce séminaire aujourd'hui et demain. En effet, développer la connaissance du patrimoine naturel, des pressions qui causent son déclin et des réponses qui permettent de l'enrayer est crucial pour répondre aux enjeux liés à la biodiversité, comme l'a très bien illustré Bruno David. Les données de la biodiversité soulèvent également la question des droits des individus dans le monde numérique. Cela passe évidemment par une politique d'ouverture des données et des connaissances. Cette politique d'ouverture, elle a été portée en 2016 par la loi pour une république numérique, dite loi Le Maire. Cette loi prévoit l'open data par défaut, c'est-à-dire que par principe, tout document et toute donnée publique communicable sont publiables sur Internet. Parce que cette loi n'est pas toujours bien comprise et respectée, nous devons y apporter une vigilance toute particulière. Notre séminaire fait suite à la publication en janvier dernier de l'arrêté ministériel approuvant le schéma national des données sur la biodiversité, comme l'a rappelé Thomas Milon en début de séance. En tant que porteur de politique publique et qu'acteur impliqué dans les données sur la biodiversité, ce schéma nous oblige. D'abord, à faciliter l'accès aux données. Cette nécessité s'est traduite en janvier dernier par la rénovation et la mise en ligne du portail naturefrance.fr, que Pierre Dubreuil a rappelé, ce portail de référence pour accéder aux données publiques sur la biodiversité en France. Ce schéma nous oblige également à qualifier la donnée. Nous visons la mise à disposition d'une information de qualité, c'est-à-dire à la fois complète, fiable, tenue à jour et facilement compréhensible. L'objectif est de permettre un débat démocratique large et constructif et de rendre transparentes les décisions. Enfin, ce schéma nous oblige à assurer la cohérence des dispositifs d'information. En tant que responsables de politique publique, nous devons rendre cohérents entre nous nos différents dispositifs d'information. Je pense bien sûr au service du ministère de la Transition écologique, mais aussi des autres ministères,
ainsi qu'à nos opérateurs et établissements portant des missions d'intérêt général. Mieux faire parler la donnée, c'est mieux articuler nos politiques pour les porter plus loin encore. Comme je l'ai énoncé au début de mon propos, nous, administration centrale, services déconcentrés et opérateurs de l'État, ne produisons pas ces données pour nous seuls. Nous devons aussi répondre aux besoins de toutes les parties prenantes et faciliter la valorisation de ces données, comme l'a souligné Laurence Monnoyer-Smith. Donc, acteurs économiques, associations, collectivités, gestionnaires d'espaces naturels, acteurs de la recherche, c'est tous ces acteurs que nous devons embarquer dans l'utilisation et la valorisation de nos données. C'est pourquoi il est important que les travaux que nous mènerons sur les données de la biodiversité soient bien ancrés dans un principe de partenariat et d'écoute des utilisateurs, et donc dans une dynamique collective. Je vous le disais en introduction, qu'en ces temps d'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité, l'enjeu de connaissance prend tout son sens. En effet, dans le cadre de la dernière stratégie 2011-2020, nous avons constaté le manque d'indicateurs et d'éléments d'évaluation. C'est pourquoi le volet données et connaissances devra constituer un axe de travail important de la nouvelle stratégie. Parmi les groupes de travail nationaux qui seront constitués dès le mois de mai, un groupe sera spécifiquement chargé de proposer des axes concernant la connaissance et un autre traitera du suivi et de l'évaluation de la future stratégie. Ces groupes de travail s'appuieront en particulier sur le Comité national de la biodiversité. Leurs propositions viendront compléter les contributions produites dans le cadre de la consultation des territoires qui est en cours et de la consultation des citoyens à venir en mai. Je vous invite à ce titre à consulter le site biodiversité.gouv.fr qui a été ouvert pour cette consultation. Toute cette matière contribuera à l'élaboration d'une première version de la stratégie qui sera présentée au Congrès mondial de la nature en septembre à Marseille. Elle sera ensuite mise en conformité avec le cadre mondial pour l'après 2020 qui sera adopté en Chine au mois d'octobre lors de la 15e conférence des parties de la conférence pour la diversité biologique. Et nous prévoyons l'adoption de la SNB3 en fin d'année ou en début d'année 2022. L'édition 2021 de ce séminaire cible les porteurs de politiques publiques et acteurs impliqués dans la production, la gestion et la diffusion des données sur la biodiversité. Je souhaite que les représentants de ces différentes politiques publiques sortent du séminaire renforcés dans l'idée qu'il est impératif de réunir leurs forces, nos forces, pour répondre aux deux enjeux que j'ai énoncés préalablement, agir tout en préservant la biodiversité et conforter notre démocratie pour l'ouverture des données, par l'ouverture des données. La loi biodiversité de 2016 a confié à l'OFB la coordination du système d'information sur la biodiversité, en même temps que celle du système d'information sur l'eau et du système d'information sur les milieux marins. C'est dans ce cadre de cette mission que l'OFB organise ce séminaire sur ces 2 jours, et je tiens à remercier Pierre Dubreuil et ses équipes pour cette organisation. Je vous souhaite un très bon séminaire. Merci beaucoup, Mathieu Papoin, de cette prise de parole du ministère. Merci pour du coup cette clôture que vous venez de faire pour cette première partie de prise de parole officielle à l'ouverture. Voilà, nous venons de finir cette introduction institutionnelle et nous arrivons maintenant à la deuxième séquence de cette matinée